Merci d'être avec nous pour cette table ronde sur le métavers, de la réalité virtuelle au métavers, ou quand le métavers s'impose dans le réel, quels enjeux pour les entreprises? L'avenir est prometteur pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée avec le développement des métavers dans lesquels on crée son avatar et même son monde virtuel à l'aide d'un casque. Alors, selon un rapport de Bloomberg Intelligence, le marché annuel du métavers pourrait peser 800 milliards de dollars en 2024. En parallèle, la banque américaine Morgan Stanley parle d'un marché de 8000 milliards de dollars. À titre de comparaison, le marché des jeux vidéo pesait environ 180 milliards de dollars en 2021. Ce sont des chiffres qui font tourner les têtes. Et donc, dans ce contexte, les entreprises doivent se tenir au courant de ces évolutions technologiques pour comprendre les enjeux liés au métavers. Quels sont les usages possibles pour les entreprises actuellement? Sur quelle technologie va-t-il reposer? Est-ce une nouvelle ère pour le web? Pour répondre à ces questions et mesurer pleinement les défis des entreprises pour demain, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir des experts sur le sujet qui vont décrypter pour nous les enjeux technologiques, sociétaux et humains des métavers pour les entreprises. Bonjour Frédéric Boidron. Bonjour à tous. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Planète Robot et consultant nouvelles technologies. À côté de vous, Morgane Girard, cofondateur d'Arcaille Interactive. Bonjour Morgane. Simon Fouché, cofondateur de Metav.rs. J'ai bien prononcé? Oui, parfait. Ouais, très bien. Et Jocelyn Monod, Key Account Manager chez Retail VR. C'est ça, bonjour. Voilà. Je vous demande d'applaudir nos invités puisque c'est une émission en public. Voilà, donc n'hésitez pas. Vos questions, bien sûr, à la fin de cette table ronde. On va commencer avec vous, Frédéric. Vous serez comme le fil rouge de cette table ronde. Alors moi, j'ai dit le métavers. Je ne sais pas trop comment on doit dire, mais bon, on dit quoi? Oh, je pense que les deux sont... c'est plutôt quand même, je pense, au masculin, mais après, il y a Okay. pas... Je pense que de toute façon, tout ça, c'est dérivé de métaverse, le mot en anglais. Après, Qui veut voilà. dire? Qui veut dire en fait, Parce que moi je sais pas. en fait un métaverse, en fait, c'est un ensemble, en fait, c'est un univers parallèle qui permet en fait de s'immerger en plus de l'univers réel, alors que ce soit sur un écran ou via un casque virtuel depuis quelques années. Mais voilà, c'est un lieu où des gens viennent se rassembler et partager du temps. Mais au lieu de le faire de visu, ils le font à travers des distances qui peuvent être très grandes et par le biais d'avatars. Et on peut donc discuter, avoir des activités communes et pourquoi pas haussir un dragon pendant qu'on discute autour de la création d'une start-up. Voilà, c'est tout un ensemble. La créativité à l'infini. C'est ça, quoi. exactement. Voilà, on est vraiment dans un autre univers. Un mot quand même sur Planète Robot. On a la chance d'avoir le rédacteur en chef du magazine Planète Robot, qui est un magazine pointu, qui est très connu dans l'univers des nouvelles technologies et qui est basé à Venançon. Oui, exactement. En fait, alors, en réalité, il est plutôt basé en région parisienne, mais moi, je le pilote depuis Venançon. C'est tellement plus sympa, la région Vendée. Largement. Le département, la région du Pays de la Loire, la Vendée, bien sûr. On est tellement mieux en Vendée. Et donc, c'est un magazine que j'ai lancé il y a 13 ans et donc qui traite toute l'actualité de la robotique et des technologies qui tournent autour de la robotique. Donc, la VR, l'impression 3D, les drones... même les transports du futur, les voitures pas télécommandées, les voitures autonomes, pourquoi pas les voitures télécommandées, même le tourisme spatial, voilà, tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies. Je vous invite vraiment à aller découvrir ce magazine Planète Robot, vous allez apprendre plein de choses. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau pour vous le métavers, ça fait déjà un petit moment que vous en parlez. Ouais, en fait, les métavers, on a l'impression que c'est quelque chose voilà, qui vient tout juste de sortir, alors qu'en fait, c'est plutôt très ancien, même le terme déjà à un certain âge, puisqu'il apparaît en fait dans un roman en 1992, Le Samouraï virtuel de Neil Stephenson. Alors je connais pas tout par cœur, donc j'ai mes petites notes. Mais le principe même est même beaucoup plus ancien, puisqu'il apparaît en fait dès les années 70 avec Mud One, qui était... alors Mud One, en fait, maintenant on pourra presque appeler ça un MMORPG.
En gros, c'était sur des gros serveurs le soir, les étudiants, une fois que les chercheurs ne les utilisaient plus, les étudiants avaient créé donc une sorte de milieu, d'univers persistant derrière un écran, et les gens se connectaient dessus et partageaient des aventures ensemble à 4, à 10 étudiants. Alors le petit problème, c'est que tous les quarts d'heure, je crois, l'univers faisait un reset et repartait à zéro. Ah Donc oui. c'était un petit peu embêtant, mais c'était les étudiants, c'était lié à, quand même, ça restait sur un lieu unique, mais avec plusieurs serveurs. C'était déjà à l'époque assez énorme. Après, il y a les modes ont évolué. Alors c'était en plus, tout se faisait en mode texte, hein. C'est même pas graphique, c'était vraiment du texte. Tourne à gauche, rentre dans tel endroit, et on pouvait discuter, on pouvait s'échanger des informations. Ça fait sourire Mariana qui vous écoute religieusement. Ouais. Et alors, un petit peu plus tard, alors Lucasfilm, je suppose que vous connaissez, hein, Ouais. c'est ceux qui sont derrière Star Wars et tout ça, s'est dit, et si on faisait la même chose, mais en rajoutant une interface graphique. Et c'est comme ça qu'est né Habitat. Habitat, il fallait, alors pour les vieux comme moi, il fallait un Commodore 64 ou un Fujitsu FM Towns japonais, ou les premiers PC. On se connectait dessus avec un modem. Et on se baladait dans un univers virtuel. On rencontrait des gens un petit peu comme sur un Minitel à l'époque. On pouvait chatter, sauf qu'on avait réellement un avatar. On se créait un avatar un petit peu comme aujourd'hui. Sauf que c'était en 2D. Les personnages se déplaçaient un petit peu comme dans les jeux de l'époque, Monkey Island pour ceux qui ça parle. Et on pouvait à ce moment-là aussi même partager des discussions. Il y avait des bars virtuels, et on pouvait même personnaliser sa maison, voire acheter. Il y avait un peu presque le début des NFT. Mais votre premier casque virtuel, c'était en quelle année? Alors, les casques virtuels, c'est un peu plus récent, mais c'est quand même. C'est un peu plus récent, non. C'est même beaucoup plus ancien, en fait. C'est 1956. Le premier casque virtuel, c'est le Sensorama. Alors, il faut imaginer que c'était plutôt fixe. Ça ressemblait un peu à une sorte de périscope fixe. Et en fait, on rentrait dedans. Et à ce moment-là, en fait, on avait une vidéo en 3D, avec donc en stéréoscopie, couleur. On entendait les sons, on ressentait les vibrations, l'odorat, et on pouvait même sentir le vent qui nous tapait sur le visage. Après, il y a eu l'épée de Damoclès, en fait, on l'appelle comme ça, parce qu'en fait, ça ressemblait vraiment à une épée. Ça arrivait du plafond, et ça tenait un peu comme, justement, encore comme un périscope. Et on se mettait devant, et on tournait légèrement comme ça. C'était très, très basique, hein. Et ça, c'était en 1968. Et alors, je vais passer vite fait dans les années 90. Moi, j'avoue que le premier casque que j'ai testé, c'était en 92, un truc comme ça, dans un magasin. Ils vendaient ça. C'était la première vague. Tout le monde y croyait. Tout le monde pensait que c'était l'avenir du jeu vidéo. Je pense qu'ils avaient raison, mais ils étaient un peu en avance. Ouais, ça, ouais. Voilà, parce que la technologie n'était pas encore là. Mm. Mais il y avait Sega qui travaillait dessus. Il y avait l'Eyeglasses, le VFX1, le Cybermax. On en voyait dans les salles d'arcade, au Futuroscope, dans les parcs d'attractions d'une manière générale. Et puis après, on est tombé dans ce qu'on appelle le gouffre des désillusions, je crois, pour ceux qui connaissent le cycle de la hype. Et c'est revenu en 2012 avec Oculus, qui a relancé un peu la hype autour de ça, et parce que tout simplement la technologie était mûre, et donc on est reparti là-dessus. Alors, est-ce que justement le métavers, c'est pas une technologie qui arrive un peu trop tôt par rapport à ce qu'on peut vivre actuellement, par rapport aux besoins, là, comme les casques de réalité virtuelle, par exemple? Alors, disons que oui, c'est arrivé. Les casques sont très anciens, mais sauf que c'est seulement très récemment que les gens se sont vraiment mis à utiliser les métavers dans des casques. Donc pendant longtemps, les métavers étaient utilisés derrière un écran. Alors, tout d'abord, effectivement, en écriture, après graphique. Hein, on peut citer un qui avait beaucoup défrayé la chronique, Le Deuxième Monde, en 97, de Cryo Interactive et de Canal+ Multimédia, de Philippe Ulrich, pour ceux qui connaissent. On se baladait dans les rues de Paris, et on rencontrait les gens, les Parisiens, les Parisiens virtuels. Et il y avait même pendant les élections, il y a les partis politiques qui avaient implanté ils avaient des lieux en fait de rencontres, et il y avait également des magasins. Il y avait pareil encore l'équivalent des NFT. On pouvait déjà acheter des déjà objets. à l'époque, ouais. Alors sauf que derrière il n'y avait pas toute la chaîne derrière, Ouais, la ça. blockchain derrière, mais on pouvait déjà acheter des objets. Et donc oui, c'est arrivé en avance, mais la VR a rattrapé derrière un peu plus tard. Ah, est-ce que le métavers, c'est la suite logique alors?
Oui, le métaverse, en fait, c'est... Je dirais plutôt c'est l'inverse, c'est plutôt la VR qui est un peu la suite logique du métavers. Ça, c'est ma Très vision à bien, moi. je vais Hein. poser la question dans Ouais, un instant à Morgane. Très bien. Ou Simon, ouais. Ouais, moi je voulais juste rebondir là-dessus. Pour moi, la VR, en fait, enfin les casques de réalité virtuelle, c'est juste un device, donc un outil pour accéder au métaverse, mais c'est pas le seul outil. Et en fait, c'est accessible aussi avec d'autres outils, typiquement le smartphone. Je pense que en France, on doit être, je ne sais pas, peut-être 90% à en avoir, ce qui montre que c'est accessible, contrairement à un casque de réalité virtuelle. Morgane. Je suis tout à fait d'accord avec. Je ne sais pas si le micro marche. Si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je m'entends pas très bien. Oui, alors je suis assez d'accord avec les réflexions qui ont été faites. En fait, la réalité virtuelle, c'est vraiment qu'un moyen d'accéder à un contenu. Et on le verra juste après, mais en fait, on commence jamais par se dire on va faire un projet en VR. C'est plutôt quel est le projet, qu'est-ce qu'on souhaite obtenir, et du coup, quelle techno est à utiliser pour accéder à ce contenu. Alors vous avez un parcours intéressant parce que vous avez commencé chez Dassault. Oui, c'est ça. Alors, du coup, merci pour l'introduction. Vous parliez des casques Oculus qui ont été... alors, c'était les DevKit à l'époque, en 2012, où on proposait du coup à différentes entreprises qui le souhaitaient développer des applications sur leur techno. Mais du coup, on voit bien que la techno, elle n'avait pas encore d'usage. C'est-à-dire qu'on savait qu'on allait démocratiser l'objet technique, mais sans savoir qu'est-ce qu'on allait en faire. Et donc, l'entreprise Dassault Systèmes, notamment, était très curieuse de ce genre de technologie et d'autres à côté. Notamment, on peut parler des caves aussi. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais en gros, on est dans un espace physique avec des écrans qui projettent sur des murs, des vidéoprojecteurs qui projettent sur des murs. Et donc, on enfile des lunettes, on est traqué en position en 3D et on découvre un univers virtuel. Mais on voit aussi le réel à côté. C'est assez perturbant, mais voilà, c'est très proche en termes d'usage. Et donc, moi, ma mission là-bas, c'était dans cette équipe, de chercher quels allaient être les usages, mais pour demain, pour dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, vraiment de se projeter dans quel futur on va avoir de disponible, en fait. Alors, qu'est-ce qui vous a amené justement dans le numérique et à cofonder Arcaille ? Alors, déjà, cette expérience, ça, c'en est une première. C'était un beau tremplin. Ouais. Moi, j'ai fait donc un master en management, design et innovation. Donc, c'est ça qui m'a amené à creuser ce genre de sujet, à faire de la prospective. Aujourd'hui, on emploie le mot, mais il n'existait pas à l'époque, en 2012. Et à côté de ça, j'ai fait aussi des études en conception de produits industriels. Donc, c'était vraiment au départ, mon point de départ, pardon. Et donc, avec plein d'expériences derrière, je vous la fais courte, je suis arrivé dans une entreprise, un bureau d'études. On faisait principalement de la conception de carrosserie, donc des formes complexes, pour des camping-caristes, des ambulanciers, etc. Et donc là, j'ai retrouvé, moi, un ancien collègue de promotion dans cette entreprise. Et puis, j'ai découvert aussi un développeur qui, lui aussi, était concepteur, mais donc développeur sur son temps libre. Tous les trois, on était aussi gros fans de jeux vidéo, enfin, faut pas se le cacher. Et puis, on a commencé à voir ces casques de réalité virtuelle qui arrivaient sur le marché, qui étaient beaucoup moins chers qu'avant, et qui proposaient surtout des performances bien au-dessus de ce qu'on avait pu voir avec les DevKit au départ. Et là, on s'est dit, on fait de la conception, on a des choses à montrer. Nos projets, souvent, il y a une mauvaise compréhension du client de ce qu'on peut réaliser. Et puis, derrière un écran, on ne se rend pas compte de tout. À l'échelle d'un véhicule, il faut se rendre compte que ce n'est pas si simple que ça. Donc, on s'est dit, on va acheter un casque et puis on va montrer nos conceptions aux clients. Donc, voilà, on forçait un petit peu l'usage de cette manière. Donc, au départ, c'était vraiment la prestation presque gratuite. Et puis petit à petit, on les a convaincus de l'utilité que ça avait, puisque ça a été plus loin que les bureaux d'études, les services commerciaux, marketing, les personnes sur les sites de production. Tout le monde s'intéressait et venait voir la conception pendant qu'on la réalisait. Et là, on avait des retours qui étaient juste énormes, inattendus. Et puis très vite, on est arrivé sur d'autres types d'usages, et notamment les configurateurs de produits. C'est-à-dire que le véhicule en entier, c'est bien, mais il en manquait beaucoup de parties. Et très vite, les clients ont commencé à dire est-ce qu'on peut faire plus ? Est-ce que c'est possible avec les machines qu'on a aujourd'hui, donc les ordinateurs ? Alors, pour qu'on comprenne bien, si vous deviez nous pitcher votre start-up en 1 minute, je sais qu'on a des pitchers qui seront juste après, hein, donc j'en profite. Un petit teasing. Si vous deviez pitcher votre start-up pour qu'on comprenne bien ce que vous faites exactement, c'est quoi votre société ? Quel type de société avez-vous créé ?
Alors, on est Et on va trois voir des images à l'antenne en plus. Ouais, super. On est 3 associés, donc un développeur, une personne spécialisée dans la 3D et moi qui suis designer. Et donc on fait du développement d'applications sur mesure. Ça c'est vraiment la partie importante. Donc des applications avec comme contenu principal la 3D. On écrit un livre avec des mots, nous on fait des applications avec de la 3D. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour les industriels, donc parce qu'on vient tous du monde industriel, enfin les 3 associés, on s'est dit, il y a tellement de problématiques complexes à traiter dans ce monde-là que finalement, il n'y a pas de solution standard aujourd'hui sur le marché qui permette de traiter des vrais sujets de l'industrie. Donc on fait du développement spécifique, il y a un besoin, et on essaie d'y répondre avec une application sur mesure. Qui sont vos clients ? Alors, beaucoup d'industriels de tout type. Aujourd'hui, on travaille autant dans le monde des cosmétiques, de l'hydraulique, de la robotique. On travaille aussi pour des musées, même à côté. Enfin, voilà, il y a vraiment un panel très très large et je crois qu'aujourd'hui, ça dépend des échanges qu'on peut avoir avec l'industrie. Et le métavers dans tout ça alors ? Est-ce que c'est vous qui en parlez ou est-ce que c'est plutôt votre client qui vous dit non, j'ai entendu parler d'un truc, ça a l'air pas mal. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? C'est une question qui revient souvent, surtout quand Meta, donc anciennement Facebook, a commencé à dévoiler, à parler de ses projets. On nous a demandé est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? Et donc là, la question, en fait, elle est un peu particulière, c'est de se dire, finalement, en fait, ça dépendra à quel nombre ils seront, ces métavers, et qui les détiendra. Parce qu'en fait, finalement, ce qui compte le plus pour nous, c'est est-ce qu'on va pouvoir être créateur de contenu dans ces univers-là. Et alors nous, on fait du contenu pour professionnels, donc ça sera peut-être un univers seulement dédié pour le B2B et non pas pour le commun des mortels, je dirais. Donc ça, c'est très compliqué. Aujourd'hui, je crois que personne n'a de réponse vraiment précise à apporter sur quelles seront les personnes qui vont porter ces projets-là et quel modèle économique il y aura derrière. Quels sont les applicatifs que vous proposez justement à vos clients ? Alors du coup, les revues de projet, ça c'était vraiment le point de départ. S'en est suivi donc les configurateurs de produits, et là c'est très très large puisqu'on peut aller notamment, je parlais de l'hydraulique tout à l'heure, un configurateur de centrale hydraulique qu'on a pu produire. Faut imaginer que dans ce configurateur, on configure le produit en 3D devant soi, donc on n'est pas en réalité virtuelle, on est simplement sur un ordinateur, mais on peut aller aussi collecter le besoin du client. Donc là, c'est de référencer un petit peu quelles sont les caractéristiques techniques attendues par le produit. Donc on va automatiser des calculs derrière l'application et on va automatiser aussi en sortie, on va générer des documents automatiquement. Donc générer un devis, ça paraît assez intéressant puisque on a un produit qui est sur mesure avec plein d'options, des milliers de possibilités. On a le bon devis, les bons visuels, mais aller plus loin, ça veut dire aussi faire des notices de montage, des notices d'utilisation. Tous ces documents, peu importe le nombre de configurations de produits que vous avez, vous pouvez les sortir avec les c'est visuels. génial. Et dernier sujet, c'est la formation. Donc ça, c'est plutôt simple de se projeter dedans. Oui. Là, c'est beaucoup de C'est réalité utilisé virtuelle. déjà depuis un petit moment Tout à dans fait, la formation, notamment dans l'industrie et ceux qui travaillent sur les éoliennes. Oui. Et pas que. On pourrait citer aussi EDF qui a commencé très tôt pour faire la maintenance des réacteurs nucléaires. C'est un site qui n'est pas accessible. Du coup, avoir un réacteur virtuel, un jumeau numérique, et préparer les interventions, se former soi-même, c'est une chose, on comprend très vite l'intérêt que ça peut avoir. Alors, beaucoup d'applicatifs, on l'a vu avec vous, donc réalité virtuelle, avec le métavers, etc., notamment dans l'industrie. Simon, vous êtes à la tête d'une plateforme tout en une pour créer, manager, vendre du contenu et des expériences dans le métavers. Vous êtes basé donc entre Angers, Paris et Hong Kong. Et en 2022, votre startup a fait une levée de fonds quand même de 3 millions d'euros, donc félicitations. Vous êtes combien dans la société ? Merci déjà. On est 24, donc on a grossi très rapidement parce que la société a été créée officiellement en début d'année, au mois de fin janvier, donc elle a 10 mois. On prévoit d'être une trentaine d'ici la fin de l'année, donc on a des recrutements en cours. Et puis l'avenir nous dira combien on sera l'année prochaine. Bon, on vous souhaite le meilleur en tout cas, ça c'est certain. Expliquez-nous votre concept. Ouais, alors Parce que tout en une. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. On est une plateforme généraliste pour que les marques puissent créer des expériences dans ces fameux univers virtuels, mais surtout gérer leur contenu au sein de ces expériences. C'est compliqué pour une marque qui veut se lancer globalement dans les métaverses de savoir par où commencer. Enfin, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure. En fait, avec l'annonce de Mark Zuckerberg, toutes les marques se sont mise en tête d'aller dans ce fameux métaverse, mais on n'avait pas vraiment de définition de ce qu'était le métaverse.
Donc elles ont challengé toutes les boîtes. Je pense que ça a été bénéfique pour tous les acteurs Ouais. autour de la 3D, de la réalité ouais. augmentée, de la réalité virtuelle, à part pour Facebook. Donc on peut remercier Mark Vous allez Zuckerberg. leur passer devant, quoi. J'ai l'impression, ouais. Peut-être pas quand même. Mais bon, on va dire qu'il a un autre challenge. Lui, c'est passer 3 milliards d'utilisateurs de la 2D à la 3D. Nous, de partir de zéro, c'est quand même plus facile. Donc voilà, on n'a pas les mêmes challenges. Mais voilà, globalement, les marques, quand elles arrivent dans ces univers virtuels, déjà, qu'est-ce qu'elles veulent y faire? C'était la bonne question depuis l'année dernière. Et comment elles font pour y aller? En sachant que nous, on a une définition du métaverse qui est un peu différente, je pense. Tout le monde a un peu sa propre définition. Nous, on va dire que c'est un ensemble d'univers virtuels qui, pour l'instant, ne communiquent pas entre eux. Et c'est des acteurs, un peu comme nous tous, qui allons faire que ces mondes vont s'interlacer. Ça vous va, Frédéric, comme définition? Ah oui, ça va très bien aussi. Après, il y a plein de choses. Il y a le côté social. C'est très large, les métavers, en fait. Ouais. Et puis, on n'a pas encore le métavers, donc j'ai envie de dire, c'est en cours de construction. Voilà. Donc, les marques, elles arrivent en 2022 avec une stratégie en voulant aller dans les métavers, mais sans savoir exactement comment faire. Et donc, nous, on va les accompagner en sachant que ces fameux univers virtuels, pour certains, sont basés sur la blockchain. Et en gros, pour une marque, intégrer le Web3, c'est challengeant. Donc, passer du Web2 au Web3, c'est challengeant. Passer de la 2D à la 3D, c'est aussi très challengeant parce que vous avez l'habitude de travailler sur des formats plutôt 2D, on va dire, de la vidéo, de la photo. Sur les réseaux sociaux, c'était principalement la 2D. Donc voilà, on va les accompagner sur cette transition 2D, 3D et Web 2, Web 3. Alors, on rappelle quand même que vous proposez de la gamification de l'expérience client. Il faut quand même que vous nous donniez des exemples de clients avec lesquels vous travaillez et comment ça fonctionne, cette gamification. Ouais, on travaille pas mal avec les marques de luxe. Pour une fois, c'est les marques qui sont les plus avancées digitalement, on va dire, dans le Web 3, dans les métaverses. Alors qu'on avait plutôt tendance à dire, marketingment parlant, qu'elles étaient plutôt à la traîne et qu'elles arrivaient un peu après tout le monde. Là, en fait, elles profitent de leur notoriété dans le monde réel pour avoir cette visibilité dans les univers virtuels. Donc, on cible pas mal ces marques de luxe. On travaille forcément avec des agences qui vont accompagner ces clients sur la partie stratégie. Nous, on est une plateforme technologique et la stratégie, on va pouvoir la déléguer à des agences. Et puis après, globalement, pas mal de retail, des marques qui veulent soit avoir de la visibilité. C'est pas forcément l'enjeu du moment parce que ces mondes sont en train de grossir. Donc je parlais de Facebook avec ces 3 milliards d'utilisateurs. Quand on va parler de métaverse et d'univers virtuel, si on n'inclut pas les gros jeux vidéo des éditeurs classiques, on va être sur des audiences qui sont quand même beaucoup plus faibles. Donc des enjeux plutôt de branding, d'innovation. Voilà. Donc vous avez des marques de luxe. Vous avez un exemple aussi, j'avais vu Nike, vous avez bossé avec Nike. Alors on n'a pas bossé avec Nike. Alors peut-être je vais utiliser en exemple. C'était peut-être pour vous. Non, Jocelyn, non, je plaisante. Non, mais non, j'avais vu que vous avez bossé avec Nike avec les NFT. Alors c'est peut-être une erreur de ma part. Non, ouais. Non, vous bossez avec les marques de luxe. Vous avez le droit de citer les marques ou pas? Ouais, on peut citer des marques. On a Prada, on a Chanel. On a aussi dans le retail Westfield, qui est un groupement de centres commerciaux. C'est eux qui ont les halles. Globalement, en fait, et bientôt Nike, il paraît. Ouais, on me dit dans l'oreillette bientôt Nike. Merci. Voilà, il pour demain l'appel. Mais ouais, en fait, ces marques-là vont avoir des enjeux et des stratégies différentes. Et ces enjeux, on va les accompagner de manière différente. Il y a des marques qui vont les utiliser les métaverses en interne pour de la formation. Donc nous, on ne fait pas trop de réalité virtuelle, on est plus sur l'accessibilité grand public. Nous, notre solution, elle est plus pour le grand public, ce qu'on appelle le B2C. Mais en fait, on se rend compte que les marques, elles l'utilisent aussi en interne pour former leurs salariés sur ce que c'est que le métavers, ce que c'est que les NFT, ce qu'est le Web3 de manière générale. Donc il y a des marques qui vont progressivement comme ça avec de l'interne d'abord. Est-ce que ça fonctionne pour tout type de société ?
Alors, Votre techno. ça dépend des solutions. La nôtre, on va plutôt s'adresser à des marques qui sont matures. Donc, on va aller chercher les grands comptes parce que, comme je le disais, c'est celles qui sont les plus avancées. C'est aussi celles qui peuvent se le permettre parce qu'elles ont du budget. Et en fait, pour des PME ou des TPE, c'est pas leur challenge d'aller tout de suite dans le métaverse. Enfin, ça va leur coûter cher. Je pense que le retour sur investissement n'est pas forcément intéressant. En fait, ils ont d'autres priorités d'aller sur du e-commerce, de faire de l'acquisition de trafic sur des plateformes sociales, et que le métaverse, en tout cas nous, avec notre solution pour l'utilisateur final, on va plutôt conseiller à la marque d'être déjà bien avancée, d'être déjà au clair sur sa stratégie e-commerce, et une fois que tout est OK, de pouvoir franchir le pas C'est ça. du métaverse. Ouais. Est-ce que c'est compliqué pour ces marques de franchir le pas? Bah oui, elles sont pas forcément équipées en outils. Et même quand on parle d'univers virtuels qui sont basés sur la blockchain, je pense à The Sandbox ou à Decentraland, on en a entendu beaucoup parler. En fait, c'est compliqué pour une marque de gérer, rien qu'en interne, de la crypto-monnaie. Comment on gère comptablement de la crypto-monnaie, comment on fait passer ça sur les comptes quand on génère des revenus en vendant des biens dématérialisés qui reposent sur la blockchain. Enfin bref, c'est très compliqué. Je vais pas rentrer dans le détail. La crypto-monnaie, en plus, on en entend parler en ce moment. C'est d'actu. Hein. Ouais. Alors pour nous, c'est pas forcément négatif parce que on va être vraiment sur la création d'expériences et en fait, si on parle du marché du NFT, c'est fou. Enfin, je crois que tu parlais de la courbe de Gartner tout à l'heure, où en fait. Au lancement d'une nouvelle technologie, du coup, il y a une forte adoption et tout le monde en parle. Je pense que le métaverse, les NFT, c'était ça l'année dernière. Et d'un seul coup, ça plonge aussi rapidement. Les NFT, contrairement par rapport à l'année dernière, ça a baissé de 99% le volume de NFT vendus. Enfin, c'est impressionnant. Mais j'ai plutôt tendance à dire que c'est parce qu'il y avait 99% des NFT qui étaient... qui n'avaient pas raison d'être, qui servaient à rien. Et là, en fait, on va arriver sur une période où le NFT va être utilisé en tant qu'outil et pas en tant que fin en soi. Et c'est un super outil marketing, en tout cas pour les marques. On va passer donc la parole à Jocelyn Monod, qui est Key Account Manager chez Retail VR, qui c'est une start-up nantaise qui a 4 ans. Retail VR, c'est quoi tout d'abord ? Alors, Retail VR, s'il faut le résumer en une phrase, c'est une plateforme de commerce 3D qui permet de créer des environnements virtuels pour des usages vente, marketing, merchandising ou e-commerce. Du coup, en fait, on vient se servir des technologies du métaverse, donc tout ce qui est environnement virtuel, réalité virtuelle, avatar, qu'on va venir appliquer sur des cas d'usage assez concrets pour venir les transformer en fait et pour les rendre moins coûteux, plus agiles, plus performants. Et quelles sont les raisons d'utiliser la réalité virtuelle dans le retail ? Alors, il y en a plusieurs. Nous, on est convaincus que l'usage de la 3D, ça va permettre d'apporter de l'efficacité opérationnelle. Ça va permettre d'apporter aussi des nouvelles expériences clients. Et donc, tout ça, c'est parfait pour venir redynamiser le retail. Et on est aussi convaincus que l'usage de la 3D aujourd'hui, maîtriser la 3D, c'est avoir un avantage concurrentiel très fort. Et le métavers dans tout ça, alors ? En fait, le métaverse, on peut mettre beaucoup de choses derrière le métaverse. Nous, on se sert des codes du métaverse. Et juste après, je vais vous illustrer ça avec des exemples concrets, ce sera plus parlant. Mais nous, notre volonté, c'est de rendre cet environnement virtuel et toute cette notion de réalité virtuelle accessible à tous. Et quand je dis accessible à tous, c'est que ce soit accessible pour quelqu'un qui n'a aucune expérience en 3D, qui n'a aucune expérience en développement. Parce que grâce à la plateforme qui est hyper simplifiée, on va pouvoir créer un environnement virtuel et encore une fois accessible à tous, parce que chez nous, le prix de départ, c'est 50 € par mois pour avoir un showroom virtuel. Donc là-dessus, on voit que c'est accessible à tout type d'entreprise. Alors, vous allez nous donner des exemples quand même de sociétés avec lesquelles vous travaillez pour nous expliquer comment vous fonctionnez. Ouais, avec plaisir. Pour vraiment illustrer et que ce soit plus concret, je peux parler par exemple de la collaboration qu'on a avec Intermarché. Donc avec Intermarché, on travaille avec leur cellule concept. La cellule concept, c'est globalement la cellule qui va définir les nouveaux concepts magasins, donc qui va les tester, qui va les modéliser. Et avant de travailler avec nous, ils faisaient tout ça en physique. Depuis qu'ils utilisent nos solutions, ils utilisent un casque de réalité virtuelle, notre outil, notre solution, pour venir modéliser tout ça en réalité virtuelle. Pour information, ils ont rentabilisé la solution en 3 mois et depuis, ils économisent quelques centaines de milliers d'euros. Donc, c'est plutôt intéressant pour eux.
Et en fait, tout ça pour dire que cet usage-là, il est particulier pour Intermarché, il répondait à un besoin. Et Quel donc, besoin? le besoin de modéliser des concepts et la réponse, l'utilisation de la réalité virtuelle, c'était de se dire que au lieu de le faire en physique et de nécessiter, alors du temps, ça leur en coûte toujours, mais de nécessiter des dépenses physiques et matérielles, aujourd'hui, juste avec l'environnement virtuel, ils viennent recréer exactement la même chose, mais de façon virtuelle, et donc ça leur permet d'être plus agile, d'être plus rapide et que ce soit moins coûteux pour eux. Si je peux illustrer avec d'autres exemples, il y a par exemple la Nouvelle Cave. La Nouvelle Cave, c'est le caviste du groupe Casino. Donc, eux, ils ont voulu dynamiser un petit peu leur site de e-commerce en proposant une approche de virtual commerce. Et en fait, sur leur site, on a accès à un virtual store pour venir dynamiser un petit peu le côté très froid mais très efficace du e-commerce, mais recréer de l'expérientiel client en virtuel. Et donc, sur leur site, on vient cliquer sur le virtual store et on se retrouve embarqué online dans un environnement de cave dans lequel on va pouvoir se balader dans la cave, pouvoir interagir avec tous les produits qui sont disponibles, pouvoir cliquer sur les bouteilles de vin. On est dans un univers qui ressemble à une cave. On clique sur une bouteille, on a accès à du descriptif produit, à de l'information. On a la possibilité de regarder la bouteille sous tous ses angles grâce à la 3D. Et après, on vient reprendre tous les codes du e-commerce, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de créer un panier virtuel et surtout de le commander. Ça veut dire qu'à la fin, on a quand même une commande tangible et réelle qui arrive à la maison, composée des bouteilles qu'on a sélectionnées. Et là où c'est intéressant pour la Nouvelle Cave, c'est que installer un virtual commerce en complément du e-commerce, ça a fait qu'on a boosté le chiffre d'affaires du e-commerce de 8%. On a boosté le trafic de 15% et plus important encore, on a boosté le panier moyen de 35%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vient recréer les codes réels. Ça veut dire que la personne, le consommateur se balade dans le magasin. C'est génial. Il est plus sensible à l'impulsion. Il passe plus de temps que sur le site de e-commerce. Et donc, on vient encore une fois dynamiser le retail. Ouais, donc demain, en fait, on fera tous nos courses avec un casque de réalité virtuelle et je serai dans mon salon comme ça. Je dis, ok, d'accord, je vais prendre ça, clac, clac. C'est ça en fait. Alors demain, ça pourrait être le cas. Aujourd'hui, le casque de réalité virtuelle, comme on le disait tout à l'heure, c'est assez niche. Ça veut dire qu'il y a peu de personnes qui sont équipées. Et c'est pour ça qu'on fait attention à ce que nos expériences elles soient utilisables sur tout type de device. Et donc là, c'est un virtual store qui est accessible sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur. Donc là, on se balade comme si on se baladait dans un jeu vidéo, mais on se balade toujours avec les outils qu'on a à disposition à la maison. Ouais, mais ce que je comprends en tout cas, c'est que c'est presque la mort du e-commerce d'ici 10 années, quoi. Il faut il y aura travailler. plus de site e-commerce en fait. On mettra un casque de réalité virtuelle, on sera dans le métavers et on fera nos courses comme si on était à l'Intermarché du coin. Alors, c'est possible, mais là, on va peut-être un peu vite. En tout cas, aujourd'hui, les deux peuvent coexister parce que le site de e-commerce, même s'il est un peu froid, il est quand même très, très efficace parce qu'on fait ses courses très, très vite. En revanche, sur du virtual commerce, on va être plus sur de l'expérientiel consommateur où on va recréer une expérience pour le conso qui va se balader et qui va avoir une sensation différente. Donc, on va aller capter les gens qui sont actuellement peu accoutumés au e-commerce ou qui passent pas un bon moment sur les sites de e-commerce pour venir les driver quand même sur une consommation online. Frédéric, qu'est-ce que ça vous inspire, ces trois témoignages, ces différents cas d'usage de réalité virtuelle et de métavers, vous qui êtes à la pointe de la nouvelle technologie avec votre magazine Planète Robot? Oui, tout ça, en fait, c'est des exemples, je pense, plutôt concrets de la réalité virtuelle et des métavers. Effectivement, les métavers, comme tout le monde le précise, on n'est pas obligé d'avoir un casque virtuel pour l'instant. Puis même dans l'avenir, je pense que ce ne sera pas un objet obligatoire, mais effectivement, c'est quelque chose qui peut peut-être apporter une immersion supplémentaire. Je pense notamment aux gamers qui sont sur le Quest et qui s'amusent justement sur les métavers actuels comme Rec Room ou ce genre de choses. Et apporter, peut-être aller dans un magasin virtuel, aller faire ses courses, un peu comme il y a les drives et tout ça. Je pense que ça peut apporter une expérience gamer intéressante. Moi, en tout cas, j'avoue que je serais assez curieux de tester comme ça. Alors, est-ce qu'il faut craindre ces nouvelles technologies immersives ou être vigilant quant à son utilisation? Si on prend, parce qu'on prend l'exemple des gamers, par exemple, on a tendance à dire, si on joue à Call of Duty, les mecs pètent des plombs, ils font n'importe quoi et
ils n'arrivent pas à sortir de ce monde virtuel. Est-ce qu'avec ce type de techno, le métavers, on a son avatar, on fait ce qu'on veut, on se crée son monde virtuel, est-ce qu'il faut craindre quelque part ces nouvelles technologies? Alors là, ça rejoint un petit peu ce qu'il y a sur les réseaux sociaux d'une manière générale. C'est vrai que on est on est derrière un écran, on sait que on n'est pas en direct avec les personnes, donc peut-être que effectivement ça désinhibe un peu certaines personnes. Alors, ça peut aider les personnes qui sont un peu en retrait, et du coup ça leur permet peut-être de se mettre un peu plus en avant, mais des fois effectivement ça peut peut-être lâcher un peu les fauves pour certains, comme on voit sur Twitter ou d'autres réseaux. Mais est-ce qu'il y aura sociaux, des codes sociaux comme dans la vie de tous les jours? Je pense que ça va se faire peu à peu. C'est des règles qui vont se mettre en place voilà, par les usages, simplement, je pense. Ouais. Et sur l'expérience, ouais, je pense. C'est ça, oui. On va passer aux questions du public. On va se donner quelques minutes avant de passer donc, à notre session pitch Startup. Est-ce que vous avez des questions? On a un micro en salle. On a un micro. Lise-Marie de TV Vendée qui a un micro. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, on a une question. Allez-y. Bonjour. Bonjour à tous les quatre. Je vais représenter la partie geek science-fiction de la salle. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller encore plus loin et d'accéder un peu au holodeck de Star Trek, c'est-à-dire à rentrer dans une pièce et qu'on se retrouve avec une projection sur les murs d'un environnement total, sans casque, en liberté totale? Alors Morgane. Je ne sais pas si je suis mieux placé pour répondre à ça. Qu'est-ce qui nous empêche de voir cet environnement L'accessibilité. Hein, ouais, pense, alors le coût de la solution, il n'existe pas concrètement encore aujourd'hui, mais le coût de la solution sur ce type d'usage, à mon avis, on est sur quelque chose de... En fait, un casque de réalité virtuelle, il faut quand même comprendre que juste on a à gérer une lentille juste devant vos yeux, et cet affichage-là, il est très simple en fait à mettre en place, et donc il sera forcément à bas coût. Gérer des hologrammes tout autour de vous, ça devient une sacrée affaire. Donc la démocratisation de ce genre de choses, c'est pas pour tout de suite, je pense. Je pense que Hortense pensait justement aux caves que tu parlais tout à l'heure, le fait d'être dans une pièce et de pouvoir se déplacer physiquement dans cette pièce sans avoir de casque, sauf qu'il y a effectivement... Alors l'immersion, elle est partielle dans un cave, c'est-à-dire que si vous avez que 3 murs qui sont vidéoprojetés, ce qui est déjà un coût énorme, parce qu'il faut imaginer que c'est pas le vidéoprojecteur de monsieur et madame tout le monde, en fait, on voit que sur 3 murs. Et si je me retourne et que je regarde la pièce, c'est un petit peu comme si ici on coupait la salle en deux. D'un côté, c'est virtuel, et de l'autre, c'est vous, c'est le réel. Et c'est assez perturbant cet aspect-là. Il y a aussi autre chose qu'il y a à prendre en compte. On qualifiait cette expérience, on va dire, à plusieurs utilisateurs. On pouvait avoir plusieurs personnes dedans. Mais en fait, il y a une personne qui est traquée dans l'espace, et toutes les autres, plus on s'éloigne de la personne qui a le tracker, plus on voit la 3D se déformer en fait. Donc c'est intéressant pour vraiment des entreprises à grosse échelle, mais aujourd'hui avoir ça dans son salon, c'est pas compliqué. Enfin c'est assez compliqué pardon, et ça va demander de creuser un petit peu les technos, les usages, pourquoi est-ce qu'on fait ça, le sens vraiment de tout ça. On est plein de rêves aujourd'hui, mais du coup faut que c'est un intérêt, faut que c'est du sens, et faut que la réalité économique soit là aussi quoi. Frédéric et Simon, un grand salon aussi. Ouais, vide. Non, je voulais juste dire, en fait, c'est que la VR, pour l'instant, c'est des gros casques, mais là, on arrive sur des nouvelles générations qui deviennent de plus en plus petites, et on se rapproche maintenant de casques de la taille de lunettes de ski. Et dans quelques années, ce sera peut-être même juste des lentilles qu'on viendra mettre et qui seront en liaison avec un petit ordinateur, je sais pas, dans le cou, quelque chose comme ça. Voilà. Merci Hortense pour cette question. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à en profiter. Oui, on a une question devant. Après, moi, j'aurais une dernière question. Parce qu'on a parlé de la courbe de Gartner, donc j'ai pris des notes. Et je suis tombé sur un article des Échos et j'aimerais vous en parler. Bonsoir. On entend souvent, on s'étonne souvent, on s'inquiète souvent de la mort des centres-villes et des commerces de centres-villes. Est-ce qu'il y a des usages, d'après vous, du métaverse, et notamment pour le retail, qui pourraient servir à la redynamisation des commerces de proximité ? Moi, je peux peut-être y aller là-dessus.
Mais en gros, il y a plusieurs choses. Déjà, nous, ce qu'on propose, c'est pour dynamiser. On a plusieurs solutions pour dynamiser déjà les points de vente physiques. Donc là, on va parler de digitalisation. Donc c'est notamment, on parlait de gamification rapidement tout à l'heure, mais on va pouvoir apporter, grâce à la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, de la gamification pour donner envie aux consommateurs de revenir dans ces points de vente. Et après, pour dynamiser ces points de vente, mais plutôt online, on parlait de jumeaux numériques, donc recréer des jumeaux numériques de ces magasins-là pour avoir une plateforme virtuelle qui représente le magasin et leur offrir cet instant de consommation sans avoir à se déplacer jusqu'au point de vente. Donc là-dessus, on peut redynamiser parce qu'il y a des solutions qui permettent de le faire. Et c'est tout le challenge, c'est la création d'expériences. Je prenais l'exemple de Westfield, c'est des centres commerciaux. Et forcément, après la crise du Covid, tous les commerces, globalement, se sont vidés. Les gens se sont habitués à acheter en ligne. Et le digital, le métaverse, la réalité augmentée, ça permet de rapporter une touche de digital, d'expérience dans les points de vente physiques et des expériences qu'on ne peut pas forcément vivre chez soi. Merci pour cette question. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, on a 2 questions au fond de la salle. Bonsoir. Cette question, en fait, elle porte plus sur le sujet de l'art. Et en fait, je me demandais si c'était possible de partir de rien du tout et qu'en gros, maintenant, ça existe dans l'intelligence artificielle. Par exemple, il y a des peintures qui sont créées comme ça et puis on ne sait même pas à l'œil humain laquelle est intelligence artificielle ou non. Ou même dans la musique, il y a 2 frères, je crois, qui ont inventé des suites mélodiques, toutes les suites mélodiques impossibles et inimaginables. Et voilà. Et est-ce que c'est possible donc de partir de ça? Et puis imaginons, si on reste dans le domaine de la musique, qu'après, grâce à la réalité virtuelle, vous faites une expérience immersive où il y a un concert de lignes mélodiques déjà créées par l'intelligence artificielle et que, en fait, en gros, on se balade dans quelque chose qui est totalement pas créé par l'homme, en fait, du tout. Vous avez 4 heures. Merci pour cette question. Vous êtes musicienne? Oui. Ouais, Ouais. je me suis dit aussi. Ouais, c'est des sujets qui sont en train d'arriver. En effet, là, on a vu beaucoup depuis l'été passer ces sujets sur la création d'art numérique, principalement 2D, où en gros, on a des outils où on met des mots et ça nous sort des œuvres d'art numérique. Là, le sujet est en train d'arriver sur la 3D. Il y a beaucoup de créateurs qui sont en train de se baser. Et la vidéo, je suis un peu moins calé vidéo. Et en tout cas, c'est en train d'arriver aussi sur la 3D. Et du coup, ça permet vraiment de repenser la création de ces environnements virtuels où avant, tout était fait à la main par des graphistes 3D, 2D. Et c'était ça demandait beaucoup de temps. Là, il est possible de générer beaucoup plus facilement des contenus dans ces univers virtuels, donc de la 3D, des musiques, enfin tout type de format qu'on peut imaginer. Voilà, donc ça ne veut pas dire que les graphistes vont disparaître. En fait, ces graphistes ils vont entraîner ces intelligences artificielles pour avoir un certain style. Mais en gros, ça va permettre de dédupliquer le nombre de créations qui, pour l'instant, en fait, ça prend du temps parce que c'est de la création humaine. Et donc, ça va permettre d'accélérer vraiment la création du métaverse. Et je voulais juste ajouter qu'en fait, dans la VR, des applications autour de l'art et de la musique notamment, il y en a déjà il y a des grandes quantités d'expériences utilisables sur les casques VR ou enfin tout ce qui est autour de la VR. Et effectivement, je pense que ce genre de choses, à mon avis, c'est quelque chose qui est avant la fin de l'année, il y aura des expériences, à mon avis, déjà utilisables. Merci pour cette question. Autre question? Donc il faut que je me lève pour le cadrage. Alors moi je vais être un petit peu taquin. Comment vous saisissez des enjeux de la sobriété énergétique? Parce que depuis toujours on sait que la 3D, la VR c'est hyper gourmand. Et on compte un peu sur les nouvelles technos et les nouvelles startups pour aussi faire gaffe à ça. Donc est-ce que c'est des sujets pour vous et demandés aussi par vos clients, j'espère?
Je vais peut-être juste commencer, parce que nous, on a des exemples très simples à donner, et puis c'est des exemples d'aujourd'hui, en fait, qui sont utilisés dans l'industrie. On parlait tout à l'heure de revue de projet. Souvent, la revue de projet numérique, elle permet de supprimer des prototypes qui étaient réalisés physiquement avant. Et donc là, déjà, on économise du coup machine, matière, qui est énorme. Il faut savoir qu'une face avant de camping-car, c'est 30 000 €. Une revue de projet réalité virtuelle, avec plusieurs modèles à comparer, etc., on est sur 2 000 à 3 000 € parce que c'est quelque chose de sur mesure. Donc ça fait gagner de l'argent à l'entreprise, ça fait gagner de la matière, de l'énergie aussi derrière. Et au-delà de ça, c'est-à-dire qu'en plus de ça, on peut faire cette revue de projet à distance. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 300 bornes pour aller voir son client et se dire « Ah oui, le modèle, etc., il faut le retravailler comme ci, comme ça, et puis se revoir plusieurs fois », là, tout ça, ça peut être fait entièrement à distance. Et c'est qu'un exemple, je pense, de ce qu'on peut faire. Mais la question, elle est bonne, par contre. C'est-à-dire que c'est pas parce que je viens de trouver un exemple qui fonctionne que tous les exemples, que ça justifie tous les usages. Ouais, c'est ça. Parce que là vous limitez l'empreinte carbone par rapport au fait de ne pas vous déplacer. Mais c'est vrai que sa question est précise. C'est gourmand. Comment est-ce qu'on peut réduire justement, comment faire avec cette sobriété énergétique La question, c'est du coup peut-être aussi de savoir qu'est-ce qu'on peut remplacer comme usage aujourd'hui qui est très énergivore et comment dire, mauvais pour notre écosystème avec le virtuel. Parce que oui, ça c'est un coût, mais tout a un coût. Donc c'est à comparer à chaque fois, à relativiser. Oui, je vais juste rajouter, là, ça rejoint un peu ce que tu disais. En fait, là, il existe des métavers déjà actuellement qui permettent de créer des réunions virtuelles avec des personnes à travers le monde entier, avec chacun un avatar. Et plutôt que de se réunir sur un lieu unique, mais ça rejoint tout ce que tu disais tout à l'heure, on fait tout à distance via un casque de réalité virtuelle. Et à côté de ça, il y a ce que j'appelle le air tourisme. Alors, c'est du tourisme en fait par robot. En gros, si vous voulez aller, alors pour l'instant ça n'existe pas, mais c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Vous voulez visiter les pyramides en Égypte, mais plutôt que d'aller sur place, vous louerez un espace de temps en fait sur un robot qui sera sur place, et vous, avec un casque virtuel, vous récupérez les sensations, la vision du robot, et vous le déplacerez en fait physiquement lui à l'intérieur de la pyramide. En plus, vous n'abîmerez pas avec votre air et tout ça, parce que ça peut être problématique aussi. Alors ça enlève un peu le côté, oui, mais du coup on enlève le côté réel, mais après c'est un équilibre à faire aussi sur ce genre de choses. Et puis c'est moins cher. C'est moins cher au final, oui. On est d'accord, c'est moins cher. Alors moi j'ai une dernière question pour vous. Un peu poil à gratter, hein. Je rejoins cette personne. Alors, je vais terminer par une question un peu poil à gratter, puisque je suis tombé sur un article des Échos fin octobre. On parlait de la courbe de Gartner. Les Échos qui ont sorti un article avec le titre « Le métavers peut-il passer l'hiver ?» qui explique que tous les projets déçoivent. Il n'y a plus d'argent gratuit pour les soutenir autant, et que même une grande agence de communication a déconseillé à une start-up de dire que le monde virtuel qu'elle développe est un métavers. Alors pour vous, et ce sera ma question de conclusion, le métavers, est-ce que c'est malgré tout l'avenir d'Internet avec un casque de réalité virtuelle et des avatars pour tous? Moi, je pense pas que ce sera qu'avec un casque de réalité virtuelle, encore une fois. Mais par contre, que ça va être de plus en plus présent dans nos vies. En fait, on le voit avec les réseaux sociaux. Quand on est sur LinkedIn ou sur Facebook, on n'est pas la même personne. Pareil sur Instagram. Et en fait, ces univers virtuels, on a un besoin de représentation dans ces différents univers virtuels, donc ils sont de plus en plus présents dans nos vies. Les expériences vont arriver. Là, on est au tout début. Ça fait 1 an qu'on en parle globalement, donc c'est normal que la technologie mette du temps à se développer et que certaines expériences puissent décevoir. Donc je pense qu'il faut vivre avec son temps. Je suis pas en train de dire qu'on va tous, en plus personne veut vivre vraiment dans un canapé H24 avec un casque de réalité virtuelle. Si on en arrive là, c'est qu'on aura bien flingué la planète. Ouais. Mais globalement, on est là pour vivre des expériences. Si les expériences sont au rendez-vous, en fait, les usages seront au rendez-vous. Jocelyn, Morgane, et je laisserai le mot de la fin à Frédéric. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il y a une vraie question de qualification et d'usage, de se dire qu'est-ce qu'on met derrière le métaverse, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on va, pourquoi on va l'utiliser.
Et nous, aujourd'hui, avec Retail VR, ce qu'on voit, c'est qu'on a des usages qui sont très concrets, qui permettent d'améliorer l'actuel, le réel, avec ces nouvelles technos, et d'aller un petit peu plus loin dans l'immersion, dans la conviction, dans la revente, dans le merchandising et toutes les solutions qu'on peut proposer. Donc, le métaverse, demain, on verra ce qui va en advenir. Quand il y a les GAFAM qui se positionnent pour essayer de créer quelque chose, on va voir ce qu'elles vont faire. En revanche, aujourd'hui, il y a déjà des usages qui sont concrets, qu'on adresse et qui sont bénéfiques pour tout le monde. Morgane ? C'est une vaste question et je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment très concernés, nous, à notre échelle. Aujourd'hui, on se contente de créer des contenus 3D immersifs ou non pour des usages qui sont là, qui existent, et on ne parle pas d'y passer sa vie en fait à l'intérieur. Les métavers, ça sera peut-être un moyen un jour de connecter toutes ces expériences qui sont aujourd'hui vraiment éparpillées un peu partout, d'imaginer des contenus qui soient plus fédérateurs, qui vraiment donnent envie aux personnes de s'y déplacer. Si on parle événementiel, un concert virtuel, qu'est-ce que ça serait ? Parce que finalement, on imagine beaucoup souvent transposer notre vraie vie dans le métavers, mais en fait, demain, on aura peut-être des choses qu'on ne pourra pas vivre dans la vraie vie. Et donc, il y a plein de questions à se poser derrière, et qui prendra la place, qui aura ce contrôle des métavers, c'est aussi une très très grande question. Aujourd'hui, on ne peut pas trancher cette question-là voilà, aussi simplement, mais c'est tout à fait le but, je pense aussi. Frédéric ? En fait, tout a été dit. Non, mais... les métavers, en fait, oui, c'est pas. Alors déjà, c'est pas une fin en soi. Je dirais que c'est un outil. C'est un moyen de s'évader. C'est un moyen d'avoir des expériences différentes, qui, à la limite, qui n'existeraient pas, voilà, comme tu disais tout à l'heure. Par exemple, on peut très bien imaginer un métavers, enfin, je dirais, non, c'est pas vraiment un métavers, mais plutôt des expériences virtuelles avec un robot dans l'espace, et on le pilote depuis la Terre avec un casque. C'est pas quelque chose normalement qu'un humain, enfin beaucoup d'humains font, à part les astronautes professionnels, d'aller dans l'espace. On pourra se prendre pour Thomas Pesquet, c'est ça ? Voilà. Ouais, et on peut très bien imaginer prendre la place d'un robot qui est dans l'ISS et se balader. Et ça, c'est des choses qui sont nouvelles. Alors, c'est pas du métavers complet, mais voilà, il y a différentes expériences qui pourraient arriver. Alors, je vais en parler d'une qui, à mon avis, va choquer, mais je vous conseille de regarder la série Upload. En fait, il y a, alors c'est complètement, ça part complètement dans un délire, mais c'est un métavers des morts. Je m'explique. C'est que ils imaginent dans cette série, mais c'est quelque chose qui est lié en fait à des recherches qui sont faites. Alors moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement, mais je le signale quand même. En gros, ils imaginent qu'en fait, on va recréer les personnalités, on va faire une copie de la personnalité des personnes qui décèdent dans un univers virtuel, et après, les vivants vont, avec un casque ou un autre moyen, retrouver ces personnes dans un univers virtuel. Alors, j'imagine que ça choque. Vous avez bien flingué l'ambiance quand même, on va pas se mentir. Je suis moi-même le premier choqué, mais bon, c'est juste pour vous donner en fait une des applications possibles qui risque d'y avoir. Alors là, effectivement, je plombe l'ambiance, je suis désolé. Mais d'un autre côté, là, je pars dans un autre domaine. Alors là, je suis très SF. Pour ceux qui se rappellent du film Surrogate, Clone avec Bruce Willis, là, c'est quelque chose qui peut arriver. Alors, sur le côté positif de la chose, on peut imaginer les personnes handicapées qui ne peuvent pas se déplacer, voire vraiment clouées à leur lit, utiliser de la réalité virtuelle pour se déplacer à travers la virtualité, mais à travers un avatar physique dans le monde réel. Et ça, je pense que ça a un avenir, mais extrême. Après, dans le film, c'est juste que même les gens valides s'y mettent. Bon, là, c'est peut-être pas une bonne idée. En tout cas, il y a une chose sur laquelle nous ne serons pas d'accord, c'est est-ce qu'on dit le ou les ? Parce que pendant 1 heure, on disait le ou les métavers. Voilà, ça c'est sûr. Il y en a plusieurs en fait, c'est juste qu'il faut les réunir. Merci à tous les 4 pour ces échanges autour de ces thématiques passionnantes. Peut-être qu'un jour, la norme pour les tables rondes, les émissions de télévision et tous les événements, eh bien, ce sera le métavers. On va les applaudir très très fort. Merci donc à Frédéric Boidron, Morgane Girard, Simon Fouché et puis Jocelyn Monod. Le replay de cette émission, de cette table ronde sera retrouvé très bientôt sur la chaîne YouTube de l'événement, bien sûr, de l'Innovation Week.